Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, désinformation et appel à la haine sur les réseaux sociaux. Le cadre unitaire de l'islam signe un partenariat avec Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, pour un meilleur contrôle et la prévention des dérives sur la toile. Le QDIS vient de lancer une campagne de sensibilisation de 4 mois pour préserver la paix et la stabilité au Sénégal. Pèlerinage à la Terre Sainte de Rome, les 350 pèlerins ont quitté Dakar hier soir. Une cérémonie officielle s'est tenue au hangar des pèlerins de l'aéroport international Blaise Diagne en présence du ministre sénégalais des Affaires étrangères. À suivre le compte rendu tout à l'heure. Et dans Éclair, ce soir, le système d'arrosage automatique, c'est l'alternative que Gilbert Gomis, un jeune technicien soucieux de l'écologie, veut faire adopter par tous les paysans. Pour lui, cela leur permettra de maîtriser et d'économiser l'eau utilisée dans leurs champs. À suivre en fin d'édition, le reportage de Pape Ibrahima Ndiaye. Bienvenue à tous. Les 350 pèlerins catholiques ont quitté Dakar hier soir à bord d'une compagnie privée direction la Terre Sainte de Rome, puis Paris. Une cérémonie officielle a eu lieu au hangar des pèlerins de l'AIBD en présence du ministre des Affaires étrangères qui a sollicité des prières pour le Sénégal. Le reportage de Clément Nicolas Tchao et Augustin Mandan. Ils sont 350 pèlerins, tous accompagnés des membres de leur famille, à se donner rendez-vous à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar pour le départ au lieu saint de la chrétienté. Pendant 21 jours, ces pèlerins de la synodalité parcouriront différentes étapes, Terre Sainte, Rome et Lourdes. Ils se disent prêts à suivre les pas du Christ. Je rends grâce à Dieu de pouvoir participer à ce pèlerinage. C'est un moment exceptionnel dans une vie. C'est vraiment très, très particulier. Au début, je ne l'appréhendais pas comme ça. Je pensais que c'était juste un voyage. Mais plus ça s'approchait, plus on se rendait compte qu'on allait se mettre sur les pas du Christ. Donc c'est un moment privilégié. Nous sommes vraiment très contents de faire partie de ce groupe. Je suis en train de partir pour aller suivre les pas du Christ et revenir en bonne santé, amener de toute grâce. Synodalité, ça veut dire qu'on doit marcher ensemble, communier ensemble. C'est une joie immense d'avoir l'opportunité d'aller dans les lieux saints de la chrétienté. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu, être dans un état d'esprit de joie, d'allégresse, vraiment de chrétien qui va à la rencontre de son Seigneur. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall Sall, accompagnée d'une forte délégation, a représenté l'État du Sénégal. Après avoir transmis les salutations du président de la République, elle demande aux pèlerins de prier pour la paix et la stabilité du Sénégal. Avec un grand plaisir que je viens, au nom de son Excellence, le président Macky Sall, sacrifier à cette grande tradition qui rehausse notre pays, qui met notre pays, comme toujours il l'a été, sur le pied de la foi, de la piété et de la pratique religieuse. Le président du SYNPEC, Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, Monseigneur Paul Abel Mamba, a pour sa part, après avoir rendu grâce à Dieu d'avoir permis ce pèlerinage, après 2 ans de suspension due au Covid, a remercié l'État du Sénégal pour son soutien et invite la communauté catholique à participer à la construction du Sénégal où la laïcité est vécue comme une chance avec la présence de plusieurs communautés religieuses dans notre pays. Le pèlerinage 2022 qui est déjà démarré dans nos cœurs est un motif suffisant d'action de grâce à Dieu qui nous a permis de faire ce pèlerinage. Le thème retenu pour cette année est pèlerins de la synodalité, artisans de communion, de solidarité et de mission
pour la période du 24 août au 13 septembre 2022. Et le consortium SICODEV a réuni l'ensemble des acteurs de la société civile afin d'identifier les enjeux et défis de la protection sociale. L'objectif est de proposer une stratégie collective et de plaidoyer dans ce sens. Écoutons les explications d'Innocence Tapndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, au micro d'Emmanuel John. Mais nous sommes venus aux côtés de la SICODEV Afrique et de l'Union européenne également, qui est partenaire technique et financier, pour lancer un message. Parce que pour qu'une protection, comme le veut le gouvernement du Sénégal, pour tous, soit une réalité, c'est le thème de la dernière conférence sociale, alors il faut un dialogue entre les différents acteurs. Je pense que c'est le lieu approprié pour encadrer ce dialogue avec tous les acteurs. Et lorsque c'est avec la société civile, les organisations de la société civile qui prennent part à cette activité, je pense que ce ne peut que donner de très bons résultats. Le gouvernement a fait beaucoup de choses pour la protection sociale, surtout des couches vulnérables, mais je pense qu'il y a une cohérence à développer en tous les acteurs pour que ça soit effectif. Et je pense que ce plaidoyer est absolument nécessaire pour tous les acteurs pour pouvoir mesurer à chaque fois l'efficacité des politiques publiques en matière de dialogue, de protection sociale, d'élargissement de la protection sociale pour les populations, surtout les plus vulnérables. Et je pense que les 2 jours de travaux vont donner de très bons résultats. Et c'est ce qui explique la présence du Haut Conseil. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a procédé au lancement des travaux de construction de l'émissaire en mer aux abords de la plage de Malibu. Ce projet entrant dans le cadre de l'extension, de la modernisation et de la réhabilitation de la station d'épuration de Cambérène pour un coût global de 42 milliards de francs CFA. Les précisions du ministre Serigne Mbaye Thiam au micro de Boudal Ndiaye. La modernisation de la station d'épuration de Cambérène. Cette composante représente un montant de 20 milliards de francs CFA hors taxe, qui a permis de faire passer la capacité de traitement de 19 000 m3 jour à 92 000 m3 jour, pratiquement à 95% d'exécution. La deuxième composante concerne la délocalisation de l'émissaire de la station d'épuration de Cambérène pour un coût de 15 milliards de francs CFA hors taxe. Cette composante a prévu la mise en place d'une station de pompage de 5316 m3 heure et puis la pose d'une conduite sur la partie terrestre, une conduite de diamètre 1400 mm sur 5 km 200. Et la réalisation d'un émissaire de diamètre 2000 mm. La troisième composante, c'est la composante concernant les études, le contrôle, la gestion de l'aspect environnemental et social qui complète, donc qui est de 7 milliards environ, ce qui fait que le total du projet, c'est 42 milliards de francs CFA hors taxe. Direction Kaolack pour parler de la commune de Latmingué qui dispose désormais d'un schéma communal d'aménagement et de développement territorial, un instrument de pilotage de développement qui lui permettra d'éradiquer les conflits fonciers fréquents dans cette zone. Les précisions avec Adam Assar. Face aux problèmes fonciers récurrents dans le monde rural, la coopération allemande, à travers le projet Sensouf, a lancé les activités d'élaboration du schéma communal d'aménagement et de développement territorial de la commune de Latmingué. Cet outil est un nouveau instrument qui est recommandé par le Plan national d'aménagement et de développement territorial, qui voudrait qu'on élabore une planification
au niveau de l'échelon le plus bas, au niveau des communes qui sont plus proches des communautés. Et cet outil-là est un outil de maîtrise qui permet de faire une prospection et d'intégrer, harmoniser les politiques publiques et privées au sein du territoire communal. Donc l'objectif avec Sensouf, projet qui est financé par la coopération allemande, mis en œuvre par la GIZ, est de doter la commune de Latmingué de ce nouveau outil-là qui permet à la commune de maîtriser les politiques publiques et de les harmoniser. Donc c'est un document stratégique, le SCAT, un document stratégique défini pour une horizon de 25 ans. En son sein, il y aura un volet opérationnel qui représentera le PAS, le plan d'occupation et d'affectation des sols. Selon le représentant du maire de la commune de Latmingué, cet instrument de pilotage de développement territorial arrive à son heure. Selon lui, dans sa commune, la problématique du foncier est récurrente. Maintenant, ce qu'il s'agit de SCAD, qui est un schéma très important pour le développement, qui est aussi un outil de développement, mais aussi un instrument de pilotage, comme je peux le dire, qui pourra beaucoup nous aider à l'avenir même au niveau de développement, dont le maire, dans sa vision, avec son plan de développement communal, qui insiste beaucoup sur la délimitation de la commune, mais aussi le partage entre nous, pour que chacun, dans son côté, par rapport au développement, puisse faire ce qu'il a à faire et ne pas aussi toucher à l'autre ce qu'il doit faire. Et on a toujours des problèmes de foncier, comme vous le savez, avec les communes rurales, avec l'acte 3 de la décentralisation. Souvent, les problèmes fonciers, c'est des problèmes de champs, mais aussi des problèmes d'éleveurs et de cultivateurs. Donc ça existe partout. La commune de Latmingué et la commune de Kermbouki sont les communes pilotes de ce projet. Parlons biosécurité et résistance aux antimicrobiens. Des jeunes femmes docteurs vétérinaires formées sur ces modules grâce à une offre de formation de l'Association des femmes vétérinaires du Sénégal avec l'appui FAO. Elles devront donc, à l'issue de cet atelier, sensibiliser les acteurs de l'élevage pour une meilleure gestion de la santé des animaux. Muntaga Khan. Afin de prévenir les maladies zoonotiques et la résistance aux antimicrobiens, l'Association des femmes docteurs vétérinaires a choisi de faire bénéficier ce mardi à Sali à des jeunes collègues d'une formation de la biodiversité et la biosécurité. Concernant le volet biosécurité et biosureté, c'est tout ce qui concerne l'évacuation des déchets, c'est-à-dire une bonne maîtrise, comment évacuer ces déchets, parce que des fois, ça se retrouve au niveau des poubelles et autres, et les enfants ont accès à ça. Nous, en tant que femmes, je pense que nous avons un impact important par rapport à ce volet de sensibilisation des femmes du milieu rural, ainsi que pour les enfants, pour pouvoir mieux les protéger, et aussi l'hygiène des mains. Car nous savons qu'au niveau des structures sanitaires, beaucoup de maladies sont transmises par le mode de contamination par les mains, ce qu'on appelle contamination nosocomiale. L'automédication et l'intervention des faux vétérinaires dans la médication favorisent la résistance aux antimicrobiens qui causent beaucoup de dégâts. Et par rapport à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, cela nous permettra de pouvoir sensibiliser nos consoeurs, nos femmes du Sénégal par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'automédication ici au Sénégal. Les personnes, quand ils sont malades, malheureusement, que ce soit les animaux, que ce soit nous-mêmes, les propres personnes, on a tendance à recourir à nos propres moyens, utiliser les médicaments qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant. Aussi, les non-ayants droit, par exemple, les personnes sur le terrain qui n'ont pas le droit d'exercer, qui exercent, qui favorisent aussi cet entretien de la résistance. Et je vous le disais tantôt, le cadre unitaire de l'islam a lancé ce matin la campagne de sensibilisation contre la haine et la désinformation sur les réseaux sociaux, soucieux de préserver le havre de paix qu'est le Sénégal. Le QDIS a noué un partenariat avec Meta, maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, pour mieux contrôler et prévenir les dérives sur la toile. C'est un compte-rendu de Mme Abdougaï Kassé. Cette trouvaille arrive à point nommé. Les réseaux sociaux, une société virtuelle où les contre-valeurs semblent inarrêtables, un espace où prospère la haine et la culture de la désinformation.
Le cadre unitaire de l'islam se veut une sentinelle et compte jouer pleinement son rôle de prévention des dérives sur la toile. Une campagne qui a été menée par Meta dans d'autres pays. Le cadre unitaire de l'islam a été choisi au Sénégal pour porter cette campagne en en concevant des spots publicitaires qui seront destinés aux différents médias pour que cette voix puisse porter et aller vers les populations pour que ça puisse être audible et que ce phénomène puisse être jugulé dans le temps. Pour y arriver, la démarche est ingénieuse. Le QDUS et Meta comptent s'appuyer sur les médias, les leaders d'opinion et les prêches dans les lieux de culte pour sensibiliser les masses. Avec le renforcement de la désinformation et des discours de haine dans les réseaux sociaux, nous avons jugé nécessaire d'élargir cette campagne de sensibilisation en partenariat avec Meta dans les médias publics, notamment les télévisions, les radios, mais aussi continuer à sensibiliser les leaders religieux, les imams dans leurs prêches, afin qu'on puisse, juguler ce phénomène qui est de plus en plus problématique. Donc à la désinformation, mais aussi aux discours de haine qui sont en train de poser des jalons, en fait des germes d'une violence qui peuvent être dangereuses pour le vivre ensemble de notre pays. Mais la limite de cette initiative est que Meta seulement ne peut contrôler ou limiter les mauvaises pratiques sur Internet, car d'autres plateformes qui jouissent de la même popularité ont fait leur apparition ces dernières années et sont bien fréquentées par les jeunes à l'instar du réseau social chinois TikTok. Le QDUS, qui va dérouler cette campagne pendant les 4 prochains mois, en est bien conscient. Nous n'avons pas la prétention d'arriver à bout dans un très court terme. C'est un travail de longue haleine parce que, comme vous le savez, les réseaux sociaux ont démarré depuis quasiment maintenant une quinzaine d'années et que leur développement est devenu très, très, très rapide. Il va falloir que tout le monde... C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des composants de la société à venir nous rejoindre dans ce combat. Le cadre unitaire de l'islam invite par ailleurs les parents à jouer le même rôle en inculquant aux enfants les valeurs qui sous-tendent la particularité de la société sénégalaise. Et cette autre tendance sur les réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes couples exposent leur vie sur les réseaux sociaux, même en cas de mésentente au sein du foyer. Tout est posté sur la toile. Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer cette nouvelle tendance à dévoiler toute sa vie privée sur la place publique? Ami Diouf a posé la question à certains Sénégalais dans ce reportage. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ce qui est caché perd son sens. Illustration chez les jeunes qui exposent leur vie de couple sur la toile. Internet combat l'amour et brise de plus en plus l'entente dans les couples. La position de Oumi Gueye, une restauratrice qui n'a jamais assisté à une dispute entre ses deux parents. C'est le réseau social WhatsApp qui est à l'origine de plusieurs disputes. La plupart des couples règlent leur compte maintenant sur WhatsApp et pourtant, ils pouvaient le régler dans la discrétion. Moi, Oumi Gueye, je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Cette nouvelle tendance donne des frissons aux aînés. Les jeunes n'ont pas peur du mauvais œil, ce qui facilite les divorces, selon Femme Diop. Ils partagent leurs moments de bonheur comme leurs moments de malheur sur les réseaux sociaux. Ils aiment se vanter, ils n'ont pas peur du mauvais œil. De l'autre côté, Omar Faye, penché sur sa machine à coudre, ce soixantenaire, y voit de l'inconscience et un manque d'éducation. Tout ce qui se passe dans le couple doit rester dans le couple. Mais la plupart des couples d'aujourd'hui n'ont ni pudeur ni éducation. Ils sont inconscients. Le divorce est devenu une tendance. Les réseaux sociaux, un terrain qui se transforme en ring pour les couples. Conséquence, les mariages ne résistent plus au temps.
L'actualité, c'est aussi le SATUS, syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, qui a exprimé son mécontentement par rapport à la hausse des salaires pour certains fonctionnaires. Face à la presse ce matin, ses membres exigent la généralisation de cette mesure. Ndeye Amifal et Barasso pour le compte-rendu. Le syndicat autonome des travailleurs du Sénégal exige la hausse généralisée du salaire. Le secrétaire général Alioune Faye demande à l'État de satisfaire leurs revendications. Ces agents des universités du Sénégal, regroupés au sein du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, SATUS, comme tous les travailleurs du pays, ressentent fortement les contre-coups de la conjoncture économique. Le SATUS s'insurge cependant contre la non-effectivité de cette mesure au profit de l'ensemble des travailleurs des universités du Sénégal. Les membres du syndicat n'excluent pas de durcir le ton si l'État ne réagit pas. Sinon, en octobre, on risque de lever le ton et de croiser les bras. Et si nous le faisons, je pense qu'on va vers une turbulence de l'année universitaire, car tous les partis sont unis. Pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Une mesure salutaire, certes, mais ces travailleurs souhaitent tout simplement de recevoir leur part du gâteau, selon leurs termes, au même titre que leurs collègues de la fonction publique. Et la maison de la presse a été le lieu de distribution de 217 cartes nationales de la presse aux journalistes et techniciens des médias. Occasion pour les membres de la Commission nationale de rappeler les dispositions du Code de la presse ainsi que la date limite de la mise en application, c'est-à-dire ce 1er septembre. Aïssa Toukan et Moussa Fall. Depuis le 15 mars 2021, 1522 demandes de carte nationale de presse ont été déposées, 1400 dossiers ont été examinés, 764 dossiers sont validés et 696 cartes ont été distribuées. Le président de la Comité nationale précise que les cartes nationales de presse seront officielles à partir du 1er septembre 2022 sans aucune dérogation. Seuls les titulaires d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons. Ça veut dire quoi? À partir du 1er septembre, lorsque vous devez aller couvrir un certain nombre de manifestations, que ce soit une manifestation publique ou une manifestation privée, que ce soit même une manifestation de rue, lorsque les policiers, les gendarmes et les organisateurs voudront vérifier votre qualité de journaliste ou de technicien des médias, ce ne sont plus vos cartes maison qui feront foi, mais la carte nationale de presse, à partir de la date d'exigibilité le 1er septembre 2022. Dans le cadre du processus d'assainissement du milieu, le Code de la presse définit ceux qui doivent détenir les cartes nationales de presse. Le Code de la presse nous dit les personnes à qui nous pouvons délivrer une carte nationale de presse. Pour le journaliste, il faut sortir d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Et ça, je précise bien, une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous devez avoir la licence dans n'importe quelle discipline et après avoir capitalisé 2 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas dans ces 2 catégories, ça veut dire que vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous n'avez pas la licence, vous devez capitaliser 10 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Les journalistes et techniciens des médias ont la possibilité de faire des recours en cas de rejet de leur demande. Aujourd'hui, vous êtes là pour recevoir votre carte nationale de presse. Ça ne veut pas dire qu'après l'obtention de la carte nationale, vous pouvez vous permettre de tout faire. Vous avez une carte qui aura une durée de validité de 3 ans, renouvelable. Maintenant, durant les 3 ans, si vous faites un manquement à vos obligations éthiques et déontologiques, le CORED s'autosaisit via son tribunal des pairs, vous condamne à une suspension provisoire de 3 mois, de 6 mois ou définitivement. Nous, Commission de la carte nationale de presse, nous avons l'obligation de retirer cette carte nationale de presse si le CORED le demande. La carte nationale de presse est sécurisée et numérisée. Tous ceux qui tentent de falsifier les cartes s'exposent à un mandat de dépôt pour faux et usage de faux. Et en cas de manquement aux engagements éthiques et déontologiques, le journaliste ou le technicien des médias peut être suspendu. Les 2 premiers là, venez émarger.
À présent, cette note d'information sur l'affaire des droits de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le groupe E-Media Invest tient une conférence de presse ce vendredi 25 août à 16h à la Maison de la Presse sur la Corniche à Dakar. Avec ses avocats, le groupe va édifier l'opinion publique, rassurer les partenaires et dissiper les malentendus au sujet des droits exclusifs acquis pour la retransmission des matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022, la presse nationale et internationale conviée à cette conférence de presse. À présent, donc, cette actualité, 6 mois après la désignation du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine, la diplomatie sénégalaise tire un bilan satisfaisant entre gestion des conséquences de la crise ukrainienne en Afrique, posture de non-alignement du continent, crise sécuritaire au Sahel, la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. La chef de la diplomatie sénégalaise a passé en revue les dossiers qui ont rythmé les 6 mois, ou plutôt la vie du président Macky Sall à la tête de l'organisation continentale. Amadou Barry pour plus de précisions. La chef de la diplomatie sénégalaise a abordé les principaux dossiers sécuritaires et diplomatiques du continent auxquels s'est attelé le président Macky Sall depuis 6 mois, déplorant le manque d'infrastructures dont souffre crânement l'Afrique. Aïssata Tall Sall a rappelé le rôle du président Sall pour un changement de paradigme. C'est ainsi que sous ses auspices, une agence de notation économique africaine, afin de rompre avec les clichés dont fait l'objet les pays africains, verra bientôt le jour. C'est toujours des agences de notation étrangères qui viennent et qui notent nos économies et qui les sous-notent. Les sous-noter veut dire que ces agences, très souvent, surévaluent le risque d'investissement en Afrique. Et vous les connaissez, ces agences. C'est Moody's, c'est Standard & Poor's, vous les connaissez. Ce sont des agences internationales qui sont reconnues, mais qui n'appréhendent pas la vraie réalité du risque en Afrique, qui considèrent très souvent qu'investir en Afrique, c'est prendre un risque non calculé, un risque majeur. Autre bilan économique et sanitaire à mettre au crédit du président Sall, selon la ministre, la création de laboratoires de fabrication de vaccins anti-Covid dans chaque pôle régional, dont un ouvrira bientôt ses portes à Dakar. Nous démarrons sur le territoire du continent africain des laboratoires de fabrication de vaccins. Et vous le savez très bien, le nôtre sera implanté ou est déjà implanté à Diamniadio. Et très bientôt, les vaccins seront produits en Afrique selon les mêmes normes et les mêmes standards que l'Occident. Il en sera ainsi pour l'Afrique australe, en Afrique du Sud. Il en sera ainsi pour l'Afrique de l'Est. Autre dossier délicat et sensible dont a hérité le numéro 11 sénégalais, c'est la crise ukrainienne et ses effets sur les économies africaines. La médiation du président Sall a permis de parvenir à un cessez-le-feu et à une reprise de l'exportation du blé vital pour le continent, a salué la ministre. 11 pays africains avaient déjà été listés comme étant des pays qui allaient subir des remous sociaux, voire politiques, du fait du manque de céréales. Voilà pourquoi le président Macky Sall s'est levé, a pris l'initiative, après un entretien téléphonique avec le président Poutine, au nom du continent, accompagné de Moussa Faki Mahamat, allait demander au président Poutine de libérer les ports d'Odessa pour faire sortir les bateaux de céréales. Ça a été un moment pour l'Afrique, je crois, extrêmement important, et du point de vue de la diplomatie et du point de vue politique. Sur le bilan sécuritaire, Aïssata Tall Sall fait savoir qu'en 6 mois, plusieurs conflits et guerres ont été résolus ou sont en phase de l'être. C'est le cas du conflit latent entre la RDC et le Rwanda que le président Sall a confié à un médiateur régional. À présent, votre rubrique éclair, coup de projecteur ce soir sur Gilbert Gomis. C'est un jeune technicien soucieux de l'écologie, diplômé du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. L'étudiant a initié avec des collègues un système automatique d'arrosage. Sa volonté, permettre aux paysans de maîtriser et d'économiser l'eau qu'ils utilisent dans leurs champs. C'est un reportage signé Pape Ibrahima.
L'énergie débordante avec laquelle il marche dans la rue en dit long sur sa volonté d'atteindre le sommet. Un sommet qui ne s'arrête pas au diplôme que l'étudiant vient de décrocher au centre de formation professionnelle et technique. De l'énergie, de l'ambition rythmée par les cas rapides que Gilbert Gomis se prend au quotidien pour rejoindre son lieu de prédilection. Un endroit qui forme des générations de chercheurs, techniciens, en quête de confirmation. Voici le travail collectif qui lui a permis de décrocher récemment son parchemin. Une serre avec un système de température et d'arrosage dit automatique. Donc dans ce contexte, on a mis 2 capteurs de température pour avoir la température moyenne. Donc ces 2 valeurs de température, on les subdivise par 2 pour avoir la température moyenne. Et à partir de là, on commence à réguler notre milieu. L'autre aspect, comme vous le savez, on ne peut pas parler d'irrigation ou bien d'arrosage dans une serre sans parler le rôle de l'arrosage. Et quand on parle d'arrosage, on parle principalement de l'eau. Sur le fait d'économiser de l'eau. On a pensé à la montée de la population mondiale. Et bon, le secteur agricole va connaître énormément de problèmes pour satisfaire un besoin alimentaire de la population mondiale. Et ici aussi, en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, nous vivons particulièrement de l'agriculture. Et donc, nous avons pensé pour notre projet de mémoire et de l'automatiser, qui est dans notre domaine d'études, automatiser une serre de culture qui va permettre de fournir des cultures de qualité et en très grosse quantité. Derrière l'idée du jeune technicien, section informatique industrielle et réseau, une volonté de soulager les agriculteurs. C'est-à-dire pas besoin de l'intervention de la personne qui décide de l'heure dans laquelle il arrose. D'habitude, sur les recherches qu'on fait, les paysans le font 2 fois par jour. Sur les cultures maraîchères, le matin et le soir. Mais nous, les sondes qu'on a utilisées, c'est-à-dire les capteurs d'humidité qu'on a utilisés du sol, ils détectent si notre sol a besoin de l'eau, s'il est sec, et là, ils actionnent nos programmeurs et à partir de là, ils arrosent. Et si le sol n'a plus besoin d'eau, c'est-à-dire le sol est humide, automatiquement l'arroseur sèche. Mais comme toute recherche, ce système mis en place par Gilbert Gomis et ses amis présente quelques limites. Et déjà, il se penche sur certaines équations. Concernant notre réservoir, actuellement, on le remplit de manière manuelle. C'est-à-dire on met de l'eau et à partir de là, lorsque le réservoir n'a plus d'eau, à l'aide des capteurs de niveau d'eau, il détonne un buzzer comme sonnette pour dire qu'il n'y a plus d'eau. Mais parmi les perspectives, on va étudier davantage tout ce qui est système de forage pour que là où on va implanter notre serre, qu'on puisse puiser de l'eau à partir du sol. Une autre chose pour améliorer le système, un mécanisme de contrôle à distance des données est à l'étude. Des perspectives qui poussent Gilbert à aller encore plus vite, plus haut, plus fort, pour hisser encore plus haut les couleurs du centre de formation professionnelle et technique. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.